Donc, bienvenue à tous pour, comme je le disais, la dernière webconf de cette deuxième journée du sommet virtuel du climat. Je suis Gaëlle Vandeput, donc je suis chargée de logistique pour l'APCC et aussi pour le SVC. Donc, l'APCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Le SVC, c'est le sommet virtuel du climat. Et j'ai le plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconf qui s'intitule Modèle d'économie circulaire et production d'énergie renouvelable en entreprise, application de la stratégie nationale bas carbone. Avec moi aujourd'hui, j'ai Franck Porcher qui est directeur de Cooper l'Environnement, Anne-Julie Plouvier qui est responsable communication de Cooper l'Environnement, Michael Bérard, chargé d'études environnementales chez Cooper l'Environnement, et on a aussi Jennifer Bad qui fait également partie de l'équipe Coperl, et qui sera là tout au long de cet événement pour notamment la gestion de vos questions. Donc, on est ensemble pour 1 heure et demie, mais juste avant de commencer, je voulais faire quelques mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission, à savoir permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, comme vous avez pu le voir sur le programme, on a beaucoup de webconférences et ateliers sur les 2 semaines à venir puisque l'événement dure jusqu'au 3 décembre et toutes tentent de répondre à 2 questions qui s'affichent là à l'écran. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à toutes les interventions qui vous semblent utiles, en tout cas pour vous. Alors, cet événement est initié et coordonné par l'APCC, coporté par l'ADEME, l'association Bilan Carbone et la fédération Sinov, et n'aurait pas pu voir le jour sans nos nombreux soutiens et parties prenantes. Donc, je tenais à prendre ce petit temps pour remercier nos sponsors et partenaires que vous voyez une nouvelle fois s'afficher à l'écran. Et remercier aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes, notamment depuis la première édition en 2019. Alors, sachez que toutes les webconf et ateliers du SVC sont gratuits. On a eu à cœur d'organiser un événement accessible à tous et toutes. Néanmoins, si vous voulez soutenir l'événement, vous pouvez nous faire un don. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat à toute fin utile. Hop. Pour les aspects logistiques, rapidement, quelques points à noter. Vous pouvez poser donc toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses. C'est là en fait que les intervenants viendront les piocher lors de la session questions-réponses. Si vous avez juste des commentaires ou des remarques, vous pouvez le faire dans l'onglet discussion. Attention en prêtant attention aux destinataires, parce que si vous voulez l'envoyer à tout le monde, donc que tout le monde voit votre commentaire et les participants et les intervenants, il faut bien cocher panélistes et participants. Donc faites juste bien attention à ça et différencier donc la boîte à questions, on va dire, donc le module questions-réponses et l'onglet discussion. Aussi vous dire que le replay et les slides seront disponibles courant décembre sur le site du SVC et vous recevrez un mail au moment de leur mise en ligne directement dans votre boîte puisque vous êtes inscrit à la webconf. Voilà pour les précisions techniques. Et dernière chose, avant de passer la parole à nos intervenants, c'est de vous dire qu'on a un temps limité pour répondre à vos questions. Donc, il n'est pas certain que toutes vos questions trouvent une réponse pendant la webconférence. Néanmoins, vous aurez la possibilité de recontacter les intervenants par mail via le mail de Anne-Julie que je vous mettrai en fait dans le mail post-webconf qui partira juste après ce soir et également dans le mail de replay que vous recevrez donc courant décembre dans vos boîtes. Voilà, il me semble que j'ai tout dit et donc sans plus tarder, je passe la main à Franck pour qu'il prenne le relais sur cette webconf. Ok, bien, bonjour à tous. Voilà, très heureux de pouvoir participer à ce sommet virtuel du climat. Je me représente en quelques mots. Franck Porcher, je suis effectivement directeur de Cooper l'Environnement et à la tête de cette responsabilité depuis 28 ans aujourd'hui. Et avec une particularité, c'est qu'on a depuis 30 ans développé énormément d'outils liés à l'environnement qui à l'origine n'étaient pas forcément dans un schéma de protection du climat, mais on était dans les années 90, je veux dire, au niveau de notre entreprise, qui est une coopérative agricole. On était en fait soumis à des problèmes de réglementation environnementale. Et la particularité de notre entreprise, c'est qu'on a depuis près de 28 ans, 30 ans maintenant, mis en place un modèle d'économie circulaire par la force des choses à la base, parce qu'il fallait répondre à des normes environnementales importantes. Mais on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on a créé un schéma assez vertueux qu'on va vous présenter en premier volet, moi, sur l'historique de ce qu'on a fait pendant effectivement les 20 premières années,
qui sera relayé ensuite par Anne-Julie, qui vous parlera des nouveaux outils qu'on a mis en place. En fait, on a à un moment donné surfer sur le capital environnemental au départ pour pouvoir créer des nouveaux outils qui, eux, s'inscrivent parfaitement dans la démarche de la SNBC aujourd'hui. Et j'aurai le troisième volet qui vous sera présenté avant que je reprenne la main sur la fin de la présentation par Michael, qui lui vous parlera et vous montrera quelle est notre démarche, comment on a mis en place l'analyse de la stratégie carbone de notre entreprise, savoir comment nous, on a analysé notre entreprise et comment on a mis en place des actions et comment demain, Copern va répondre, non pas en 2050, mais on espère en 2040, sur la stratégie nationale bas carbone. Donc, en quelques mots, notre coopérative a été créée en 1966. C'est un groupement d'éleveurs de porcs qui a pris son destin en main. Aujourd'hui, le groupe Copern, c'est 2950 éleveurs, on est 7200 salariés, avec un chiffre d'affaires global de 2 milliards 400 millions. Voilà, spécialiste du porc, effectivement. Vous pouvez voir sur l'écran un petit peu toutes les entreprises dont qu'on dispose aujourd'hui. Il y a une trentaine d'usines en France. On travaille également en Chine et dans 30 pays dans le monde. Et on a la particularité de nourrir 13 millions de personnes par jour. Voilà, c'est un petit peu le schéma global de la coopérative. Son fonctionnement, donc c'est simple. On est, comme on aime bien dire chez nous, de la fourche à la fourchette. On part depuis le groupement jusqu'à la distribution, avec au milieu de cette présentation, vous voyez Copern Environnement. Donc, je le redis, c'est 8 branches spécialisées interconnectées, d'accord. En fait, nous, Copern Environnement, la particularité de Copern, du groupe Copern, c'est que l'environnement n'est pas directement dans les branches de distribution ou dans les différentes branches. C'est-à-dire que l'environnement à la Copern, c'est une branche à part entière et le métier de… je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave, c'est bien nous qui communiquent. Bon, d'accord. Donc, la particularité de Copern Environnement, c'est qu'en fait, c'est une branche qui est complètement dédiée à l'environnement. C'est-à-dire que notre métier, c'est faire de la gestion d'énergie, de la gestion de coproduits, de la gestion des émissions polluantes et autres, et que notre travail, c'est d'offrir à toutes les branches de l'entreprise une démarche, une stratégie qui permette, aujourd'hui, on va dire de décarboner, parce que c'est rentré dans la démarche générale maintenant, mais au départ, c'était surtout une branche qui était là pour dire, attention, vos outils doivent être aux normes, vos outils doivent être conformes, mais notre métier, c'est vraiment de travailler à 100% sur cette activité. Donc, voilà, Copern Environnement, pour refaire un schéma sur les 7900 personnes, c'est 180 collaborateurs. Donc, il y a vraiment 180 personnes qui sont essentiellement dédiées à l'environnement, dont 16 ingénieurs R&D. La gestion de nos coproduits, c'est quand même assez énorme. C'est près de 350 000 tonnes de produits par an, avec une particularité, c'est que sur ces 350 000 tonnes de coproduits, en fait, 100% est valorisé, soit sous forme d'énergie renouvelable, soit sous forme de produits, c'est-à-dire qu'on a valorisé à toutes les étapes de la chaîne. Et là, ça va être un peu les propos de ma présentation en quelques instants. On traite également plus d'1 400 000 m3. Là, on en parlera tout à l'heure. L'idée, c'est de recycler et réutiliser l'eau. Et le groupe a quand même investi depuis 30 ans environ 300 millions d'euros, entreprises et éleveurs, qui ont engagé cet argent-là au niveau de l'entreprise pour répondre à les normes, comme je vous l'ai dit, et depuis maintenant une dizaine d'années, dans une évolution environnementale sur des outils vertueux qui vont permettre de verdir l'image de l'entreprise. Voilà, je pense que pour l'introduction, c'est bien. Donc, ce que je propose, c'est de rentrer directement dans l'historique. Et on va commencer par les années 90. Qu'est-ce qui se passe dans les années 90 pour Copern Environnement ou pour Copern en général? C'est que la coopérative et ses éleveurs sont confrontés à des problèmes, j'ai envie de dire, de plan d'épandage et de nitrate. On ne va pas revenir sur le côté algues, mais globalement, on va dire que les éleveurs sont confrontés à un problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'excédents structurels, donc beaucoup de matières organiques ou de lisier et autres, et très peu de surface, et que le groupe décide en 90 de prendre l'environnement à bras le corps, comme on dit, c'est-à-dire que on décide dans les années 90 de faire de l'environnement, au-delà du passage obligé, certainement une démarche vertueuse à long terme, qui permettront à l'entreprise de continuer à vivre et de permettre à ses éleveurs de continuer de produire.
dans ces années 90, la coopérative a été quasiment la seule à vraiment mettre les doigts dans l'engrenage, comme je dis souvent. C'est-à-dire qu'elle a vraiment délibérément travaillé pour répondre à toutes les normes demandées à l'époque, mais futures aussi. On savait que les normes allaient évoluer. Et donc, vous allez voir qu'on a à chaque fois, dans toutes les étapes, dans tous les outils, mis en place une stratégie et des outils qui nous permettent aujourd'hui de répondre vraiment parfaitement dans un schéma circulaire, d'économie circulaire qui est assez unique. Je pense qu'on même en agroalimentaire, le schéma d'économie circulaire le plus abouti dans le monde, je pense. Ça peut paraître un peu pompeux, mais en fait, c'est la vérité. On n'a pas aujourd'hui d'équivalent à travers le monde. Donc, ça démarre par la gestion en 90. La première priorité pour nous, ça va être de gérer les excédents structurels dans les élevages. Et là, on crée une société qui s'appelle Dénitral, qui est une société qui a pour vocation de gérer les excédents structurels des éleveurs, c'est-à-dire toutes les matières organiques qu'on ne peut pas mettre parce qu'on n'a pas de surface, les prendre en charge, les transformer, en faire un produit d'irrigation et globalement, on récupère toute la partie solide qui était en excédent pour développer une activité de fertilisation d'engrais naturels à partir de ces coproduits. Ensuite, ce n'est pas le tout parce que l'environnement ne s'arrête pas là au niveau des années 90, c'est que les éleveurs, on répond effectivement à une problématique d'élevage, c'est-à-dire qu'en ayant mis en place ces stations de traitement chez les éleveurs, on a réglé la problématique de l'éleveur. Mais si vous voulez, le coopère l'environnement, ça n'a jamais été j'ai un produit organique qui m'embête, il faut que je m'en débarrasse, il faut que je trouve quelqu'un en face qui le prenne, comme ça je pourrais continuer à produire. Ce n'est pas du tout la stratégie. La stratégie a été de dire quels sont pour coopère l'environnement les secteurs d'activité ou les cultures qui pourraient bénéficier de la technologie Cooperl et qui pourraient demain peut-être verdir à travers des fertilisants naturels leur principale culture. Donc, pour répondre à ça, on crée à la suite de Dénitral une société qui s'appelle Fertival, je vais revenir un petit peu tout à l'heure, mais en fait, qui est une société qui va pouvoir nous permettre de mettre en marché la totalité des produits organiques des éleveurs dans des secteurs où les matières organiques ne sont pas présentes. En clair, on est en Bretagne, beaucoup d'animaux, très peu de surface. Donc, les excédents, ils vont aller dans des secteurs agricoles françaises qui, eux, par contre, n'ont pas beaucoup d'élevage et ont besoin de beaucoup de matières organiques pour pouvoir fertiliser leur sol. Donc, la technologie, elle est simple. Ce qu'on met en place, c'est un outil qu'on appelle le CEDEF, donc c'est un centre de valorisation des produits agricoles. Une fois qu'on a récupéré ces produits agricoles au niveau des nitrates, ils sont séchés, hygiénisés, transformés. C'est très important, la transformation, parce qu'aujourd'hui, la mise en marché des engrais naturels ne peut être faite qu'à partir du moment où vous répondez à une norme française ou une norme européenne, qui est l'agrément sanitaire, qui est important. Notre schéma à ce stade-là, c'est de formuler, c'est-à-dire produire près de 50 000 tonnes de produits qui vont chacun s'adapter à différents types de cultures. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que là, une fois de plus, on est sur des engrais naturels qui vont remplacer les engrais chimiques et puis on fait en sorte d'adapter en fait, à chacune des cultures une formule qui correspond aux besoins de nos clients. Donc, c'est une démarche vraiment vertueuse qui n'a pas été je redis encore, qui n'a pas été de dire Cooperl se débarrasse de ses produits organiques pour que ses éleveurs puissent produire. C'est plutôt un échange de producteur à producteur en disant faisons en sorte que les produits soient le plus vertueux possible, le plus équilibré possible et qui répondent au mieux au marché, parce que ça permet aussi à Cooperl, dans le temps, de pérenniser et de conserver à long terme son développement organique. Donc, les marchés principaux pour cette activité-là, au départ, sont les marchés globalement en France, mais basés essentiellement sur la viticulture, l'arboriculture et le maraîchage. Ce sont des cultures qui, entre guillemets, ont la capacité à prendre ce genre de produits organiques. Et donc, c'est ce marché-là qu'on développe et la totalité des 50 000 tonnes de produits sont vendus. 80% sont vendus sur les secteurs nationaux en France, mais aussi on a une grosse partie vendue à l'étranger. On travaille beaucoup sur le Costa Rica, la République dominicaine, on vend ces produits en Italie, en Espagne, au Vietnam, enfin voilà, dans une dizaine de pays dans le monde, qui sont des pays qui sont très très demandeurs aujourd'hui de matières organiques et à ne pas se tromper, ce sont des gens qui ont une démarche naturelle, engrais naturel
je ne veux pas dire décarbonation dans l'esprit, mais de remplacer le chimique par l'organique. Ce sont des pays qui sont engagés depuis des années et on essaie de répondre au moins à travers ces outils-là. Voilà, ça c'est la première étape donc, de notre historique. Hein, ça, c'est dans les années 90-2000. Mais l'histoire continue toujours d'avancer, la réglementation se durcit, les activités industrielles sont de plus en plus importantes et on continue toujours à prendre en main notre destin et de gérer en fin de compte dans l'entreprise et de créer des outils qui répondent à toutes les attentes, j'ai envie de dire, de normes à un moment donné, mais aussi environnementales. Avec une philosophie très claire, c'est que l'industrie et la viande produisent des produits, produisent des aliments, un tas de produits, mais que ces outils génèrent un coproduit. Et ce coproduit, en fait, va devenir à chaque fois le produit de l'environnement, qui elle-même va générer un coproduit, qui génère une nouvelle activité. Et de fil en aiguille, vous allez voir qu'on a créé une douzaine d'activités environnementales qui, en fait, font que le produit, le déchet, n'existe plus du tout dans l'entreprise, puisque sur les 350 000 tonnes de coproduits dont je vous ai parlé, zéro déchet dans l'entreprise, 100% valorisé. Donc, on avance dans les problématiques de l'entreprise. Donc, l'industrie des viandes travaille donc, au développement de ces produits et génère une partie qui peut être embêtante à demander, c'est ce qu'on appelle le 5e quartier non alimentaire, c'est os, sang, boyau, soie, c'est toutes les parties de l'animal qu'on n'a pas pu valoriser, en alimentation humaine. Eh bien, on crée un atelier dans ces années 90-2000, là, qui va permettre à la Cooperl de créer un nouveau marché, de mettre en marché 12 000 tonnes de protéines et 5 000 tonnes de graisses qui seront produits sur le site de la Cooperl. Et ces produits-là, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, ils sont faits pour faire, entre guillemets, de l'activité commerciale, mais vont s'inscrire, vous allez voir, petit à petit, quand même, dans une vraie stratégie de décarbonation, parce que ce sont des produits organiques naturels, donc qui vont venir substituer, pour la plupart, des engrais chimiques. Voilà. Et puis, c'est une source azotée fertilisante, parce que la protéine de porc, comme elle est présentée dans cette slide-là, elle va être à destination du marché du pet food. Globalement, il faut savoir qu'une croquette de chien ou de chat aujourd'hui est à 75% produit avec de la protéine de porc ou autre. D'accord. Derrière ça, on sait que la protéine, c'est aussi de l'engrais. Et donc, dans l'utilisation de ces protéines-là, on les oriente soit effectivement vers le pet food, vers la fertilisation organique et fertivale, mais aussi dans la mesure où c'est un produit qui est 100% porc et qui n'a pas d'ADN ruminant, eh bien, on retrouve cette activité-là dans l'activité, maintenant, une nouvelle activité qui est de l'aquaculture. Donc, on a continué à répondre à des normes, on a continué à répondre à des règlements, et dans les années 2000, cet atelier existe. Il faut continuer à progresser. On est confronté, et tout le monde est confronté, et c'est de plus en plus criant, c'est les problématiques d'eau. Je pense que la vraie problématique de demain, au-delà du carbone, c'est aussi la gestion de l'eau sur la planète. Je pense que Cooperl en a pris acte et on a pris conscience dans les années 2003, où, au vu de l'extension de nos outils industriels, de la dimension de nos ouvrages et la complexité de traiter des effluents par rapport à des outils, je pense aux stations des villes, par exemple, qui auraient pu recevoir une partie de nos effluents. Nous, pour faire simple, on est quand même dans une ville qui concerne à peu près 23 000 équivalents habitants. On a à peu près 23 000 équivalents habitants sur la région de Lamballe. Une station seule, comme la ville de Lamballe, ne peut pas absorber les flux de Cooperl Environnement. Mais comme les outils ont beaucoup grandi et que la réglementation s'est durcie, c'est de plus en plus dur de faire des rejets naturels, les contrôles sont de plus en plus importants, eh bien, on a choisi d'aller dans le recyclage et la réutilisation de l'eau. C'était un choix un peu risqué au départ, mais en 2 mots, on a réussi à mettre une filière de traitement qui recycle près de 60% de notre eau aujourd'hui et qui permet surtout de ne pas utiliser 60% au réseau public. Et donc, c'est des économies et plutôt un schéma vertueux d'économie circulaire et pour un coût au globalement aujourd'hui qui ne coûte pas plus cher que le réseau. Donc, c'est quelque chose de très, très bénéfique pour nous parce qu'il nous permet de répondre aux normes. Il nous permet aussi de faire de l'eau propre. Et puis, dans un schéma aujourd'hui complexe de réutilisation de l'eau, de recycler 60% de notre eau. Donc, c'est important. Donc, on traite aujourd'hui, pour vous donner une image, la capacité de traitement
de Cooper Environnement, c'est 1 400 000 m3. Alors, en termes de volume, ce n'est pas énorme forcément. Mais la charge dont on a besoin de travailler, cette charge-là, ben c'est comme si Cooper aujourd'hui traitait la totalité des habitants de Nantes et de Rennes réunis. Hein, c'est à peu près 500 000 équivalents habitants. Donc, c'est énorme. Hein, c'est une des plus grosses stations d'ultrafiltration et d'osmose au monde, en fait, mais qui ne pourrait pas, donc Cooper ne pourrait se passer aujourd'hui parce que c'est le droit à produire tout simplement de l'industrie des viandes et donc des outils principaux majeurs qui sont sur la ville de Lamballe. Donc ça a été fait en 2003. Ça rentre aussi maintenant un peu dans la schéma d'économie circulaire parce que les produits organiques qu'on récupère dans cette station de traitement, eh bien, ils sont également séchés et déshydratés avec des énergies renouvelables. Et c'est des matières qui rentrent en fertilisation et valorisées en fertilisation au niveau de l'unité de Fertiva dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et puis, on continue à avancer. Tout ça, ce sont des outils, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus importants, et puis surtout des outils très, très, très énergivores. Et donc, on s'intéresse très, très rapidement. Alors, c'était un petit peu avant l'eau, hein, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre là de réalisation des projets, mais globalement, dans les années 2000, on se rend compte que tous ces outils vont avoir besoin de beaucoup d'énergie, et on s'intéresse de très près, en fait, à la production d'énergie renouvelable à partir de combustion de biomasse. Et on crée en 2002 ou en 2002 ce que je vais appeler une cogénération, hein, puisque c'est un outil de production d'énergie renouvelable à partir de combustion de biomasse, mais qui n'est pas un cogénérateur au sens propre, puisqu'on n'a pas la phase électrique entre les deux. Mais à l'époque, dans les années 2000, notre principal besoin à nous, c'est l'énergie thermique, la vapeur, les calories pour faire fonctionner tous nos outils. On met en place un système donc, de cogénération qui fonctionne un petit peu comme une cheminée. On vous le marquera entre parenthèses, c'est pour l'image. Le groupe a besoin aujourd'hui sur la zone de Lamballe de 145 000 tonnes de vapeur. Le chiffre est gros, il ne veut pas dire grand-chose pour les néophytes du schéma industriel, mais sachez que c'est une extraordinaire puissance, hein, puisque c'est une des plus grosses des Côtes-d'Armor aujourd'hui, mais que cette énergie-là, le cogénérateur va nous permettre, dès les années 2000, hein, c'est important, si je parle des années 2000, c'est parce que eh bien, on n'est pas du tout dans une phase de réflexion, on est industriel dans le schéma environnemental, je veux dire agroalimentaire, depuis près de 30 ans. Et les outils existent, fonctionnent depuis près de 30 ans. Donc, ce schéma-là, il est mis en place dans les années 2000, 100 000 tonnes de vapeur, ça fonctionne comme une cheminée. Tant qu'on met de la matière organique, qu'on a du feu et de l'air, eh bien, on produit nos 100 000 tonnes de vapeur. Donc ça, c'est un outil qui a existé, mais on a aussi été confronté à des arrêts techniques. Donc, c'est des outils qui doivent fonctionner sans arrêt, 24 heures sur 24. Et dans ces années-là, pour pouvoir répondre à la demande croissante des outils et surtout être capable de faire face à des arrêts techniques de ces outils-là, on met en place aussi une nouvelle activité qui s'appelle l'oxydeur thermique. Donc, c'est une machine qui va nous permettre à la base de faire le complément d'énergie que le cogénérateur ne peut pas faire tout seul. Donc, c'est une machine qui est mise en place dans les années 2005. Et cette machine-là a la particularité de pouvoir fonctionner avec des bioénergies. Et ça, on le met en place et on regarde et on analyse que dans notre fonctionnement général de l'entreprise, on a une problématique qui est croissante, c'est le déchet graisseux qu'on récupère dans les eaux de lavage. Déchets graisseux qu'on retrouve soit dans les eaux de l'industrie de nos viandes, mais vous imaginez des salaisonniers, des agro-industriels qui nettoient leurs outils, qui récupèrent des eaux grasses, deviennent en fait des sources de gisements, enfin des gisements importants pour notre schéma de biocombustible. Et on s'intéresse aussi, important, aux graisses de flottation, mais aussi aux graisses issues de bacs dégraisseurs de stations d'épuration, où là, eh bien, on va collecter, on va mettre en place tout un schéma de récupération de ces graisses-là, de nettoyage de ces graisses-là, et de venir consolider, finaliser notre modèle en énergie renouvelable, puisqu'on devient quasiment, dans les années 2005, autonome en énergie renouvelable thermique sur le site de notre entreprise. Alors, j'ai été un peu vite, je ne sais pas si ça vous va. Mais voilà, donc on a vraiment, vous voyez, à chaque étape, depuis l'élevage jusqu'à l'industrie, pendant 20 ans, on a mis en place tout un modèle industriel, d'accord, industriel d'économie renouvelable et d'énergie renouvelable.
qui aujourd'hui nous a permis de nous poser, en fait, voilà, et surtout de répondre aux normes. Et ça, ce schéma-là a été réalisé et finalisé dans les années 2010. Donc voilà. Donc là, c'est une jolie image, mais on aime bien prendre cette image-là parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, on peut parler de façon à l'aise de la stratégie nationale bas carbone. On est à l'aise sur la décarbonation de notre entreprise. On est à l'aise sur le schéma d'économie circulaire parce qu'on est, je le répète, dans un schéma qui n'est pas un schéma de réflexion, mais un schéma industriel, je l'ai dit il y a quelques instants, mais qu'on a mis en place tellement d'outils aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, dans les années 2000, on s'est dit, mais waouh, on a fait un sacré parcours. Nous, on ne l'a pas fait dans un schéma de dire, on va faire de l'environnement, ça va être génial, les gens vont trouver ça super. On l'a fait pour que nos éleveurs puissent conserver leur droit à produire. C'est-à-dire qu'on a mis plein d'outils pour que tous les éleveurs de la Cooper, c'est la première slide qu'on dit au départ, puissent vivre dignement au pays de leur métier, de leur activité. Et on a travaillé sans jamais relever la tête, c'est-à-dire la tête dans le guidon, comme on dit tout le temps. Et les outils se sont enchaînés parce on n'avait pas le choix, il fallait aller vite, il fallait répondre aux normes, il fallait être capable de répondre aux nouvelles énergies et aux coûts, parce que toute cette installation dont je vous parle, ça a des coûts à un moment donné, et vous allez voir que d'un schéma de coûts à l'origine, on est devenu un schéma vertueux, positif, où l'entreprise aujourd'hui Cooper ne pourrait plus exister sans la démarche environnementale globale qu'on vous présente aujourd'hui, dont Anne-Julie vous présentera les évolutions dans quelques instants, et Michael vous parlera comment on inscrit la stratégie carbone dans notre entreprise. Mais tout ça pour dire qu'au bout de 20 ans, on a relevé la tête et on s'est dit, mais maintenant qu'on a tout fait pour nos éleveurs, qu'on a répondu à toutes les normes environnementales, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que notre entreprise puisse enfin bénéficier des investissements qu'ils ont fait et nos éleveurs qu'on fait pendant ces 20 premières années. Et là, on s'est rendu compte que sur les 145 000 tonnes de vapeur qu'on produisait dans notre entreprise, près de 100 000 tonnes pouvaient être réutilisées sous forme d'énergie fatale. Et là, j'insiste, c'est vraiment important, la cocotte minute est importante. C'est quoi une énergie fatale? Je pense que pour les habitués de l'énergie renouvelable vont comprendre. L'énergie fatale, c'est une énergie qu'on va utiliser une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de moins cher qu'une énergie qu'on utilise deux fois. C'est-à-dire que vous prenez le schéma qui est simple, qui est devant vos yeux. On a l'énergie fossile, qui est le gaz, qui va chauffer la marmite, vous la voyez. Nous, c'est l'énergie de base qui va chauffer nos outils. Et quand vous avez fini de cuire votre viande, vous enlevez le couvercle et toute la chaleur qui est contenue à l'intérieur s'échappe de la cocotte minute et s'en va soit dans la hotte ou soit aux petits oiseaux, comme on dit. Et c'est une énergie qui est complètement perdue. Et là, on s'est dit que ces 100 000 tonnes, c'est génial. Surtout que, nouveau contexte, c'est qu'on est en plus dans un schéma où on est sur de l'énergie fatale à partir d'énergie renouvelable. Ce qui fait en plus une double récupération, puisqu'on n'est pas sur l'énergie fossile à base, globalement, on est sur du renouvelable qui lui-même va faire de l'énergie fatale. Et là, on s'est dit, OK, on peut récupérer 100 000 tonnes de vapeur. C'est monstrueux. Hein. Quand je dis 100 000 tonnes de vapeur, il faut prendre ça en millions d'euros, en termes de quantité d'énergie qu'il faudrait, ou au moins d'argent qu'il faudrait pour acheter de l'énergie pour les utiliser ou pour les produire. Et là, on s'est mis autour d'une table, tous, je dis souvent autour d'une bonne bière, mais voilà, globalement, 3-4 personnes à réfléchir, et on s'est dit, maintenant, comment on fait? Et on a cogité, et puis on a une particularité, c'est que pourquoi Cooper est unique dans sa démarche, c'est que tous les outils industriels, que ce soit la viande, l'éco-produit, l'environnement, la salaison, le traitement d'eau, tous ces outils sont concentrés sur la même zone et peuvent tous bénéficier de nouvelles technologies. Et on a commencé à réfléchir. C'est là que je vais te passer la main. C'est ça, voilà, il faut que je m'arrête, donc je vais m'arrêter. Mais là, on a réfléchi et on a identifié plein de sources nouvelles qui, je le dis simplement, n'aurait pas pu exister dans un schéma aussi développé industriel, parce que tout ce que je vous parle là, c'est industrialisé, mais n'aurait pas pu exister s'il y a 30 ans, les éleveurs du groupe Cooper et l'entreprise Cooper n'avaient pas fait le choix de la protection de l'environnement et de la réponse aux normes galopantes de notre activité.
Voilà, je m'arrête là pour la première phase parce que Anne-Julie va me faire taper dessus. Donc voilà, Anne-Julie, je te laisse la parole pour la suite et voilà, cette fameuse évolution à partir des sources d'énergie fatale. Donc, à partir de maintenant, moi, je vais vous présenter les innovations qui découlent de cette captation d'énergie fatale. La première, c'est la mise en place d'une boucle d'eau chaude. Une boucle d'eau chaude, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système de chauffage central, mais sans chaudière, c'est pas évident à dire. Effectivement, la proximité de tous nos outils industriels, environnement, mais également industrie des viandes sur un même site, va nous permettre de mettre en place un réseau de 4,5 km de tuyaux. Et grâce à ce réseau, on va pouvoir aller distribuer de l'eau chaude et du chauffage dans tous nos ateliers. On a une eau qui est à 85 degrés, on va perdre 1 degré du kilomètre. Donc, avec la proximité, quoi qu'il arrive, au bout des ateliers, l'eau reste chaude. Avec cet outil-là, on n'utilise que 30% à peu près de l'énergie qu'on récupère sous forme d'énergie fatale. Donc, on a encore beaucoup d'énergie sous le pied pour pouvoir développer d'autres nouveaux systèmes. Et le prochain, pas des moindres, c'est la mise en place de notre méthaniseur sur le site de Lamballe, qui est le plus gros méthaniseur d'Europe sans épandage. Il bénéficie d'abord d'une force dans son installation. C'est un outil qu'a développé en fait la branche équipement de Coperle, qui s'appelle le TRAC pour ne pas le nommer. Retenez simplement que c'est un nouveau système de captation des matières organiques en élevage. On s'affranchit complètement des faux salisiers, des stations de traitement qui sont plutôt l'ancien modèle de gestion des effluents dans les élevages. Maintenant, quand il y a de l'investissement, les éleveurs partent plus sur ce modèle-là. Ce qui se passe, c'est qu'on va aller récupérer la matière organique directement sous les animaux, dans une salle en dessous dans les bâtiments. Et on va séparer directement le liquide, les urines, du solide. En faisant ça immédiatement, on va empêcher la réaction de libération du méthane dans l'air. Et donc, en fait, le méthane va rester dans la matière organique, va rester dans les boues. Et c'est cette matière-là qu'on va récupérer dans notre centre de valorisation. Et en fait, cette matière, comme elle est beaucoup plus méthanogène, pouvoir méthanogène, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, là, on va pouvoir mettre en place un méthaniseur, puisqu'on va bénéficier de la boucle d'eau chaude, de la chaleur fatale, pour maintenir à la température idéale notre méthaniseur. Donc, on revient sur le site de Lamballe, qui va récupérer la matière organique, que l'on va mélanger avec de l'eau, qu'on va stabiliser grâce à notre chaleur, et on va pouvoir produire du biogaz grâce à ce méthaniseur qui sera directement injecté après purification, évidemment, dans le réseau de la ville de Lamballe. On est sur une production de 7,7 MW, c'est grosso modo 75% de la consommation de la ville de Lamballe. Lamballe et agglomération. Des villes grosso modo. Mais je vous ai dit, la spécificité, c'est qu'on est sur un modèle de méthaniseur sans épandage. Si vous étiez là au début de la présentation, vous avez écouté Franck Porcher qui a parlé de la récupération des matières organiques qui était une problématique dans les années 90. Et évidemment qu'on n'allait pas aller contre ce qu'on avait déjà installé il y a 20 ans avec ce modèle-là. Donc, l'idée, c'est de récupérer le digestat après production de biogaz sur nos ateliers là aussi. Par un outil qu'on appelle un évapoconcentrateur, on va enlever l'eau de ce digestat et on va réutiliser les mêmes outils que ceux qui nous permettent de sécher la matière organique venant des autres élevages pour sécher ce caramel, ce digestat, qui va nous faire en fait une nouvelle matière organique qui va pouvoir rentrer dans la composition des engrais organiques naturels qu'on fabrique sur un autre site. Donc, à nouveau, aucun coproduit laissé de côté dans ce système-là. L'objectif, c'est de pouvoir valoriser chacun des coproduits et d'utiliser nos énergies renouvelables. Aujourd'hui, oui, vas-y. On est à zéro épandage, il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on ne monopolise aucune terre. Mais si aujourd'hui, il fallait épandre l'ensemble des volumes qui sortent de notre machine, ce serait près de 9 à 10 000 hectares qu'il faudrait avoir à proximité d'entreprise pour pouvoir mettre les digestats effectivement en culture. Donc, c'est un double effet. C'est la qualité, c'est de mettre des produits qui soient maîtrisés et commercialement, où on peut les gérer. À l'inverse d'un épandage qui est quelque part une obligation et qui prendrait tellement de terre que je pense qu'on n'aurait peut-être même pas été autorisé à le faire. Sûrement. Je rajoute, c'est bon. Je rajoute que le méthaniseur ne produit pas du biométhane directement, il produit vraiment un mélange de biogaz. Donc pour l'instant, on purifie ce biogaz pour faire le méthane. Et demain, quand je parle de demain, c'est l'année prochaine, c'est 2022. On va installer un deuxième outil à côté qui va nous permettre de purifier et concentrer et liquéfier le CO2
qui sort de la production du méthaniseur pour pouvoir utiliser notre CO2, le bio-CO2, en fait, dans nos industries agroalimentaires, déjà les nôtres, hein, nos propres outils, puisque le CO2, en fait, est utilisé dans les tours de refroidissement pour l'anesthésie des animaux dans les industries des viandes et aussi comme gaz de conservation dans les barquettes de produits alimentaires qui sont distribués en grande distribution. Donc, il y a un réel marché pour nos propres outils, éviter de consommer des énergies non renouvelables, et aussi sur les autres industries agroalimentaires du bassin breton qui pourraient également bénéficier de cette technologie. Et un point important, c'est que le bio-CO2 aujourd'hui, ou le CO2 utilisé dans l'industrie, dans toutes les industries, sont tous issus de la pétrochimie, puisqu'aujourd'hui, le CO2 qui est utilisé dans les barquettes ou dans les fûts de bière ou dans tout ce qui va servir en fait, dans le fonctionnement, c'est du CO2 collecté sur les outils de production d'engrais chimiques. Donc, comme aujourd'hui, on est dans une stratégie nationale bas carbone et on est en train de décarboner la planète, eh bien, le bio-CO2, en fait, va aussi avoir tout son sens écologique parce qu'il va remplacer tout le CO2 qui vient de la pétrochimie. Une petite touche. Non, tu as raison. Une fois ce méthaniseur mis en place, en fait, il nous reste encore de l'énergie fatale. Et on va revenir en fait aux graisses de flottation dont parlait Franck tout à l'heure, qui permettent toujours de produire un biocombustible. En fait, si on traite différemment ces graisses de flotation, eh ben, on va pouvoir les transformer en biocarburant. Donc, nous, l'objectif, là, c'est de consommer moins d'énergie fossile pour notre propre flotte captive. On parle de 250 poids lourds et d'à peu près 1000 cartes grises et d'une consommation déjà en interne, juste avec ce périmètre-là, de 8 millions de litres de gasoil à l'heure actuelle. Nous, on serait capable, en transformant les graisses de flottation, de produire demain 20 millions de litres de biocarburant. On va voir tout à l'heure les avantages que ça a pour atteindre nos objectifs au niveau de la SNBC. La particularité du biocarburant dont je vous parle aujourd'hui, c'est que c'est un biocarburant dit avancé, puisque les matières premières qu'il utilise, donc les graisses de flottation, ne rentrent pas en compétition avec l'alimentation, qu'elle soit humaine ou animale. On est vraiment sur un déchet ultime à la base qui n'a pas de débouché possible. C'était vraiment de la prestation de traitement pour les entreprises, un peu un poids lourd dans les fonctionnements. C'est un schéma qui fonctionne, puisqu'il y a 3 véhicules qui fonctionnent. Il y a des poids lourds qui fonctionnent actuellement. On est en test, sous contrôle des douanes. Et aujourd'hui, voilà, le modèle est en train d'être absolument validé complètement. Le vrai avantage de ce modèle-là, c'est que c'est complètement substituable au gasoil sans modification des moteurs. Ouais, c'est-à-dire que vous faites le plein à Paris, vous arrivez chez nous, vous refaites le plein avec ce biocarburant et vous repartez avec votre voiture comme vous êtes venu. Voilà. Et c'est une première mondiale, c'est un développement interne breveté par le groupe et qui est seulement en discussion parce qu'il y a peut-être beaucoup d'entreprises ou de gens qui sont peut-être même derrière l'écran qui pourraient être intéressés. Toutes les villes ont des déchets graisseux, toutes les industries ont des déchets graisseux. À un moment donné, ils ne peuvent pas être valorisés autrement que par la combustion. Eh bien, c'est aussi un schéma qui va répondre aussi à l'obligation européenne d'incorporer 3,5% de carburant avancé dans le diesel d'ici à 2030, je crois. Voilà, je n'ai pas tous les chiffres, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une démarche que nous, on avait mis en avant il y a une dizaine d'années, mais qui aujourd'hui donne tout son sens, puisque la stratégie nationale bas carbone est devenue une des priorités. Et vous allez voir par la démonstration tout à l'heure carbone que, bien, effectivement, elle s'inscrit complètement dans la démarche. Donc, l'avantage en fait, de ce biocarburant-là, c'est vraiment qu'on est sur un carbone neutre si on raisonne vraiment sur son fonctionnement, puisqu'on ne capte pas de carbone, on n'utilise pas de carbone fossile, mais déjà un carbone qui était déjà disponible pour la fabrication de ce biocarburant. Et à 100%, c'est 80% de réduction de l'impact carbone. Oui, c'est ça. Plus 80 ? Un peu plus. Un peu plus, mais on te laissera faire les chiffres. On te laissera travailler, Mickaël. C'est parti là. Et enfin, dernier point pour aujourd'hui, c'est la valorisation. En fait, Comment ? Il nous restait beaucoup Il nous restait encore de la chaleur, merci. Et en fait, là, on est très loin du cochon, effectivement, qui était le cœur de métier de notre coopérative. Mais on s'est intéressé à la culture de spiruline, puisque la spiruline, qui est une micro-algue avec des propriétés qui sont quand même maintenant reconnues très intéressantes, que ce soit pour l'alimentation humaine ou animale, on a décidé de la développer puisqu'elle nécessite finalement assez peu d'intrants
Elle nécessite de la chaleur, elle nécessite des nutriments, elle nécessite de l'eau propre et elle nécessite du CO2. Donc en fait, avec toute la présentation qu'on vient de vous faire, et bien finalement, tous ces éléments-là, on les produit et on les valorise déjà chez nous. Donc ils sont complètement à disposition sur nos outils. Donc demain, on est encore au stade R&D, on a toute une équipe qui travaille sur le sujet, mais l'objectif, c'est de pouvoir extraire la phycocyanine à partir de la spiruline. Donc la phycocyanine, en fait, c'est le pigment bleu de la spiruline qui est reconnu pour ses propriétés antioxydantes. Et on va pouvoir commercialiser des compléments alimentaires directement en pharmacie pour des cures d'entrée d'hiver ou de préparation sportive grâce à la spiruline qu'on va produire sur nos propres ateliers. Et surtout les énergies renouvelables disponibles, donc ça veut dire qu'il y a un impact carbone quasiment nul pour cette production-là. Quand on en est là, c'est vrai qu'on est assez loin du cochon, mais on sait on voit que c'est une vraie fierté pour nos éleveurs d'en être arrivés là. Il y a eu beaucoup d'investissements, c'est ce que disait Franck Porcher, 300 millions d'euros en 30 ans. Mais il n'aurait pas été possible de faire les choses en une seule fois. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que tout ce qui a été fait depuis 30 ans va nous permettre de réellement décarboner notre entreprise et puis de capitaliser sur ce qui a été fait dans les années précédentes pour décarboner les futures installations du groupe. Je crois, oui, j'avais mis un petit schéma qui récapitulait un petit peu tout ce qui a été dit là. C'est vrai que rien ne se perd chez nous. La première boucle que vous voyez autour du logo Coopère l'environnement, c'est vraiment avant la captation de la chaleur fatale, avec la transformation des excédents structurels de nos éleveurs en fertilisants organiques naturels, la transformation des coproduits en outils pet food, les traitements d'eau pour récupérer de l'eau propre, la valorisation de la biomasse pour produire de l'énergie et le traitement des déchets graisseux en biocombustible. Vous retrouvez ensuite la chaleur fatale qui va nous permettre de mettre en place la boucle d'eau chaude, notre méthaniseur et la production de méthane puis de bio-CO2 reliés au développement d'une solution en élevage pour capter les matières organiques et donc la valorisation, puisque nous n'avons pas d'épandage, là aussi, en fertilisant organique de la matière organique restante. La production de biocarburants à partir des déchets graisseux et bientôt la production d'un complément alimentaire en pharmacie. J'ai mis à janvier 2022. J'ai mis à suivre puisque évidemment l'histoire ne s'arrêtera pas là. Nous avons d'autres projets en cours pour pouvoir continuer de valoriser nos coproduits et développer des énergies renouvelables. Et c'est le petit instant pub quand même. Tout ce qu'on vous a présenté là se visite, c'est concret. Nous avons les ateliers sur notre site de Lamballe et même... Covid restrictions, mais nos outils se visitent et on a pour habitude d'organiser des visites sur notre site pour présenter réellement, concrètement, comment ça se passe. Donc, je vous invite à nous solliciter si cela vous intéresse. Et maintenant, je passe la main à Michael. Pour le carbone, effectivement, et juste pour introduire le sujet carbone, si vous me permettez, c'est quand même une démarche que nous, on avait perçue il y a 3-4 ans quand même, où j'avais demandé à l'entreprise de vraiment se pencher sur le sujet, parce que c'était un sujet qui était très important et qui, pour moi, est certainement, on va voir par la présentation tout à l'heure des actions qu'on va mener, mais qui est juste aujourd'hui, on le pense sincèrement, la survie du groupe. C'est-à-dire que s'approprier cet impact carbone, cette SNBC, stratégiquement et économiquement, c'est juste la seule route qui nous reste aujourd'hui pour que nos éleveurs puissent continuer à produire demain et un schéma vertueux qui décarbone leur entreprise. Donc, Michael fait partie de nos effectifs, ça fait 2 ans maintenant. 3 maintenant, ça, tu vois, il vieillit trop vite, depuis 3 ans. Mais enfin, Michael est vraiment le spécialiste du schéma et il a fait un travail, je ne sais pas si tu en parles dans ta presse, mais il y a quand même 2 ans de travail, donc c'est très bien avec toutes les personnes qui ont contribué pour aussi donner, parce que c'est aussi l'idée, la difficulté quand même et le travail remarquable, je le précise, de Michael et de ses équipes pour nous présenter ce bilan carbone du groupe. Donc, du coup, dans cette partie, on va remettre en contexte un peu tout ce qu'on a vu, tout le schéma d'économie circulaire Coperle qu'on a vu jusqu'à maintenant, dans un objectif de neutralité carbone, on va dire nationale, même mondiale. Juste pour préciser, cette stratégie nationale bas carbone, elle s'intègre dans une stratégie environnementale plus globale, donc dans notre stratégie RSE.
qui englobe de l'économique, du social et de l'environnemental. Et dans ce pilier environnemental, on a un pilier très important qui est la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, pour remettre dans un contexte, la stratégie Cooper le bas carbone, pourquoi on a voulu écrire une stratégie de réduction des gaz à effet de serre? Donc il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, réduire notre impact environnemental, comme on a vu avec toutes les actions qui ont été mises en place pour valoriser l'éco-produit et réduire nos impacts environnementaux. Dans l'ADN Cooper, il y a une volonté et une philosophie de réduire nos impacts environnementaux. Ensuite, on a aussi l'anticipation des taxes carbone. Donc, il y en a déjà qui existent aujourd'hui. On a des sites qui sont sur le marché européen du carbone. Donc, chaque année, on paye une partie de nos émissions à l'Europe. Et on anticipe, on fait des hypothèses. En tout cas, il y a des risques sur le long terme que ces taxations carbone augmentent et soient appliquées sur des émissions auxquelles elles ne sont pas appliquées aujourd'hui, comme les émissions agricoles, et que ça devienne très dangereux économiquement pour des groupes en particulier agroalimentaire. Anticiper les réglementations françaises et européennes. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va présenter là, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies nationales, notamment en France, la stratégie nationale bas carbone, qui est une feuille de route en fait, de l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone à 2050 de la France. On a une feuille de route un peu similaire avec le Green Deal au niveau européen. Donc, tout ça va engendrer des réglementations qui vont faire tendre les éleveurs, les entreprises, etc., et les sites industriels à la neutralité carbone. Et enfin, répondre à une demande sociétale, que ce soit des territoires ou des consommateurs. Maintenant qu'on a répondu au pourquoi, il faut répondre au comment. Donc, comment on a construit notre stratégie carbone. Déjà, première étape obligatoire si vous voulez engager une stratégie, c'est réaliser un bilan carbone complet de vos activités. Donc nous, c'est ce qu'on a fait en 2019. On a fait un bilan carbone scope 1, 2 et 3. Pour ceux qui ne connaissent pas ces termes-là, en fait, le scope 1, c'est les émissions directes, combustion d'énergie, transport en propre, etc. Le 2, c'est les émissions directes, toujours liées à l'énergie. Donc par exemple, vos consommations d'électricité, les émissions ne se font pas sur le site d'utilisation, mais sur le site de production à qui vous achetez. Et le 3, c'est toutes les autres émissions indirectes, donc vos prestataires de transport, l'achat de matières premières, etc. Donc le but, c'est de faire un bilan carbone total de la fourche à la fourchette, pour reprendre l'expression de Franck, pour avoir une vision globale de notre impact direct ou indirect. Donc là, on vous a mis le schéma en dessous du résultat de ce bilan carbone. Donc, on voit qu'on a, sans surprise, comme les autres industries agroalimentaires et même d'autres industries, qu'on a la partie amont qui impacte énormément le bilan carbone. Donc, on a les élevages Cooperl, donc les producteurs de porc, et qui représentent 52%, et 27%, c'est des matières premières qu'on a appelées externes, c'est-à-dire qu'on achète à l'extérieur, que ce soit de la viande, des produits végétaux pour nos éleveurs, des fertilisants, etc. Donc, on voit que les deux cumulés représentent à peu près 80% de l'impact. Donc, nous, on doit travailler particulièrement sur l'amont de la chaîne. Et ensuite, on a des impacts, bien sûr, sur l'industrie, donc particulièrement sur les consommations énergétiques, sur le transport, et ensuite sur tout ce qui se passe vraiment à l'aval de la chaîne, c'est-à-dire la logistique entre les grandes surfaces, le stockage en grande surface et l'utilisation par le consommateur final. Donc ça, c'était la première étape, réaliser un bilan carbone. Ensuite, on a l'étape 2 et 3 qui se font un peu en parallèle, c'est-à-dire quels objectifs on veut se donner pour réduire notre impact et quelles actions on doit mettre en place pour arriver à ces objectifs. Donc nous, vous le verrez après, on va un peu détailler comment on a procédé, mais on a décidé de s'aligner sur la stratégie nationale bas carbone française parce que pour nous, c'était le plus cohérent d'un point de vue découpage des objectifs et aussi anticipation de la réglementation, vu que la plupart de nos activités sont en France. Julie. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans la stratégie, on voulait vous faire un petit retour d'expérience sur le bilan carbone. Comme disait Franck tout à l'heure, c'est important de le faire parce que si vous voulez vous engager dans des travaux comme ça, il faut être quand même assez préparé psychologiquement. C'est un énorme boulot, surtout pour la taille
d'un groupe comme la Coperle. Donc, c'est plus d'1 an de travail et plus de 75 personnes sollicitées au niveau du groupe, en particulier pour arriver à collecter la donnée. Alors là, c'est vraiment ce qui est le plus complexe, c'est collecter la donnée parce qu'il faut une grosse quantité de données, être assez précis quand même. Et les formats de données entre les sites industriels ou par exemple sur de l'emballage, on a eu la problématique, pour vous donner un exemple. Les emballages, par exemple, on les suit à la pièce et pas tout le temps au kilo. Et dans les études environnementales, en général, on suit en massique. Donc, vous pouvez avoir des problèmes comme ça qui vous prennent du temps à régler pour remettre sous format kilo, etc. Et aussi entre les entités. Alors, il faut savoir que Coperle a acquis quand même pas mal de sites industriels ces dernières années qui font que voilà, on a des bases de données qui ne sont pas forcément uniformes pour le moment, on travaille dessus, mais qui peuvent aussi poser problème dans votre structure pour faire un bilan carbone. Voilà pour le retour d'expérience sur le bilan carbone. Et petit point aussi sur la stratégie avant de rentrer dans le détail, un petit retour d'expérience aussi sur l'Audit ACT. Donc, on a participé à une expérimentation. Donc, ACT, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet international qui vise en fait à auditer les stratégies de réduction de gaz à effet de serre des entreprises pour les noter, pour savoir est-ce qu'elles sont cohérentes et réalistes en fonction des objectifs que se donne l'entreprise, des investissements qui sont réalisés, comme on disait, dans les projets, dans la R&D, etc., sur l'environnement. Donc, on a eu les résultats il y a vraiment quelques jours, donc on ne les a pas encore formalisés. Juste pour vous dire, on était un peu mieux que la moyenne des autres entreprises agroalimentaires qui participaient. Vous pouvez aller voir sur le site, je pense qu'il y a des informations. Ce qui est important dans cet Audit Act, nous, on vous conseille de le réaliser si vous êtes déjà avancé un peu dans votre stratégie, c'est que ça permet d'identifier les potentielles faiblesses de sa stratégie, d'avoir un regard externe, ça c'est toujours important, surtout sur des projets aussi complexes que ça, d'avoir des regards extérieurs, autant sur ce qui est moins bon que sur ce qui est bon, et aussi améliorer le management de sa stratégie. Donc, il y avait des sujets comme la formation du personnel sur les problématiques climat, etc. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur ces audits si vous pouvez. Alors, après, il y a d'autres initiatives, mais voilà, allez sur une initiative ou l'autre. Je ne fais pas de pub pour une en particulier, mais ça reste toujours intéressant. Donc, pour reprendre la stratégie nationale bas carbone, qu'est-ce qu'elle nous dit, la stratégie nationale bas carbone ? Elle nous dit qu'on doit atteindre en France la neutralité carbone en 2050, donc c'est-à-dire qu'il y ait autant d'émissions que de stockage sur le territoire français de carbone. Et elle découpe cet objectif de neutralité en plusieurs secteurs, plusieurs sous-objectifs par secteur. Donc, on voit que le transport et l'énergie doivent atteindre 0 émission. Alors, 0 émission, c'est un peu utopique. Ce qu'ils disent dans la stratégie nationale, c'est qu'on doit se rapprocher de 0. Ensuite, en agriculture, on doit réduire quasiment par 2 les émissions. Donc, on verra quelles sont les émissions juste après. Et l'industrie, moins 80%, sachant que la majorité est liée à l'énergie. Donc, on verra aussi que les projets Coperle rentrent dans cette logique de réduction. La différence avec la stratégie nationale bas carbone, c'est que la stratégie Coperle, nous, on se donne 2040 parce qu'on pense que c'est possible et surtout pour booster nos éleveurs et nos équipes à aller plus vite dans la démarche. C'est surtout pour accélérer et booster le début de la démarche, le lancement qui est toujours très complexe. Comme vous avez vu, c'est des projets de longue haleine. Donc, on capitalise sur les 20 ans de développement anticipé, 30 ans même de développement anticipé par le groupe. Et c'est ce qu'on va voir juste après avec justement la participation des projets qu'on a déjà développés aux réductions d'émissions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter secteur par secteur comment les innovations qu'on a mises en place nous permettent de répondre en partie ou à la totalité de ce défi qui est la réduction des gaz à effet de serre. Donc, on a vu qu'en agriculture, il faut atteindre moins 46% de réduction. Donc, nous, au niveau du bilan carbone Coperle, l'agriculture, c'est grosso modo nos éleveurs. C'est les éleveurs Coperle, ceux qui produisent la viande. Donc, quelles sont leurs émissions ? La majorité, on va dire qu'une grosse partie des émissions, 50 à 60%, est due à la production alimentaire, c'est-à-dire aux émissions de gaz à effet de serre liées à la production végétale, au champ. Donc là, on a du CO2 lié aux engrais,
et surtout du protoxyde d'azote. De notre côté, on a du méthane qui est émis en grande quantité, notamment par la digestion en aérobie des lisiers, en pré-fosse, c'est-à-dire dans le bâtiment d'élevage, sous les cochons. Il y a une partie du lisier qui est stockée ici, avant d'être envoyé en fosse extérieure, où il va de nouveau être stocké, parfois pendant des mois. Donc ça engendre des émissions de CH4 pendant ce stockage de lisier, dû à des réactions biologiques. Ce que va permettre la méthanisation qu'on vous a présenté tout à l'heure et les innovations Cooperl. Donc, on a par exemple des racleurs qui nous permettent d'évacuer rapidement les lisiers des bâtiments et éviter qu'ils stagnent dans ces bâtiments-là. C'est cette accumulation de technologies et ce lien entre les technologies de raclage et de méthanisation va nous permettre de réduire par 2 les émissions de CH4 d'un élevage. Ce qui représente au niveau total du secteur agricole Cooperl moins 20%. Donc ça, on est en train de travailler dessus justement pour l'adapter à chaque ferme, etc. Pour l'instant, on a déjà des éleveurs qui travaillent sous ce format-là, qui raclent tout leur lisier et qui l'envoient à la méthanisation de l'emballage. Donc on sait que c'est possible. Maintenant, il va falloir l'étendre à tous nos éleveurs jusqu'à 2040. Juste avant de passer, donc là, c'était les technologies qui existent déjà. On travaille aussi à côté pour atteindre les moins 46% justement sur la partie alimentaire en améliorant les indices ce qu'on appelle les indices de consommation, c'est-à-dire la performance alimentaire de nos cochons et aussi en allant vers des aliments, des formulations d'aliments moins carbonés en réduisant le soja, en utilisant du soja non déforesté, etc. Et de la fertilisation naturelle. Et de la fertilisation organique. Qui, elle, va venir substituer le chimique et donc réduire l'impact des émissions. Et qui permet aussi un stockage de carbone, ce que ne permet pas le minéral. Exactement. Ensuite, sur le transport. Donc, comme on l'a vu, on a un projet biocarburant qui est maintenant quand même bien avancé au niveau R&D. Donc, sur notre transport Cooperl, même industriel, parce que l'usine sera construite l'année prochaine. Donc, Exactement. Et donc, du coup, on a fait une étude carbone en interne, donc, qui doit être validée par la méthode ISCC, pour ceux qui connaissent, qui est un cadre réglementaire de bilan carbone des biocarburants, qui nous dit que notre biocarburant, par rapport à un diesel classique, il réduit d'environ 85% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on sait qu'on va déjà avoir la capacité d'utiliser notre biocarburant pour tous nos véhicules Cooperl internes. Donc, ça nous permet de savoir que sur notre transport Cooperl, on peut réduire de 85% nos émissions de gaz à effet de serre. Alors après, on voit que ça ne représente que 25% au niveau du groupe. Pourquoi ça ne représente que 25%? C'est parce qu'en fait, on fait beaucoup de transport en prestation. C'est pour ça qu'au niveau de l'impact transport de tout le groupe, ça représente peu. Donc, comment on fait derrière pour réduire l'impact carbone du transport total, donc, y compris nos prestataires? Là, on va avoir besoin de les influencer par des cahiers des charges, par des contractualisations. Donc là, c'est ce qu'on est en train de travailler. Ce qu'on va travailler dans les années qui viennent, c'est, voilà, là, je vous donne des exemples comme ça. On a des labellisations, FRED 21, Objectif CO2, qui permettent d'engager les entreprises dans ce type de démarche-là de réduction de gaz à effet de serre. Et dans la mesure où, de toute façon, c'est une obligation réglementaire dans les 20 ans qui viennent, il faut bien compter aussi sur l'engagement de certaines entreprises qui commencent déjà à peut-être réfléchir sur le changement de combustion de leur flotte et que nous, effectivement, en essayant d'accélérer le modèle, encourager les gens à aller le plus vite possible et aussi fidéliser des transporteurs, des apporteurs, des gens qui pourront travailler avec nous ensemble pour que ce 25% passe très, très vite à 50% et pour atteindre les 100% qui seront le cadre obligatoire en 2050, que nous, on espère atteindre en 2040. Exactement. Alors ça, c'est important de le souligner, c'est qu'on compte aussi sur les efforts des autres secteurs parce qu'on ne pourra pas tout faire. Nous, on peut influencer justement nos prestataires, nos fournisseurs de matières premières, parce que ça sera la même problématique sur les matières premières. Mais voilà, on compte aussi à ce qu'ils respectent tout simplement la réglementation et qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre sur le long terme. Ensuite, sur la partie industrielle. Donc là, pour rappel, l'objectif, c'est moins 81% des émissions. Donc là, comment on compte s'y prendre pour réduire ces émissions-là? Déjà, ça fait quelques années qu'on a beaucoup avancé sur la maîtrise des dépenses énergétiques. C'est-à-dire qu'on réduit fortement nos consommations énergétiques. Et ça, il va falloir le poursuivre. Il y a encore du travail à faire. Donc, ce qui est bien, si vous voulez rentrer dans ce type de démarche, c'est que réduire ses consommations d'énergie, c'est quand même, ça réduit les gaz à effet de serre et c'est intéressant économiquement parlant.
Donc, on va dire que c'est gagnant-gagnant. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ce type de démarche qui va représenter quand même une grosse partie des réductions d'émissions au niveau du groupe. Ensuite, on a aussi la problématique sur nos sites industriels des fluides frigorigènes, donc que vous avez dans les groupes froids, dans les clims, etc. On a aussi d'ailleurs du CO2 cryogénique pour mieux découper nos viandes. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Mais en majorité, ces fluides frigorigènes vont avoir un pouvoir de réchauffement. Donc, ce qu'on appelle un pouvoir de réchauffement, c'est la capacité du gaz à réchauffer l'atmosphère, qui va être assez importante, des fois plusieurs milliers de fois supérieure au CO2. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réduire, changer même ces fluides frigorigènes qui ont un pouvoir de réchauffement très élevé par des fluides qui ont un pouvoir de réchauffement beaucoup moins élevé, ce qui est le cas du CO2, donc avec le projet bio-CO2, ce qui est le cas de l'ammoniac, par exemple, aussi sur les groupes froids qu'on retrouve sur les sites industriels. Et ensuite, le dernier palier pour arriver à ces fameux moins 80%, ça sera d'être en 100% énergie renouvelable ou de récupération, comme expliquaient Anne-Julie et Franck tout à l'heure. On a aussi la récupération de chaleur qui rentre là-dedans. Mais on a en place aujourd'hui toutes les technologies qui sont appliquées dans nos usines à l'échelle industrielle et qu'on a en train de dupliquer sous forme d'une feuille de route pour nos usines externes qui sont situées dans toute la France, qui vont bénéficier de toute la technologie développée depuis 30 ans. Exactement. Donc, on a déjà un savoir-faire sur beaucoup d'énergie renouvelable. On a des matières premières chez nos éleveurs, des coproduits et des déchets chez nos éleveurs dans nos industries qui vont pouvoir nous permettre de produire de l'énergie renouvelable d'eux-mêmes et d'être dans un cercle quasi fermé où on valorise tout, notamment certains produits en énergie renouvelable pour alimenter nos sites industriels. Ensuite, c'est bon. Donc, c'est ce qu'on fait déjà à l'emballe, comme on a vu tout à l'heure. On ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais à l'emballe, on produit déjà la quasi-totalité de notre énergie sous forme renouvelable, comme on l'a dit, avec des coproduits organiques. Et il y a aussi un facteur important. Là, on parle de décarbonation, on parle effectivement de réduction d'impact, mais on est aussi des industriels et l'économique doit absolument rentrer dans notre schéma. On ne peut pas faire du green pour faire plaisir et puis dire qu'on est vertueux si économiquement vos schémas ne tiennent pas la route. On est en train de regarder l'évolution du prix du gaz pour 2020. Vous imaginez des outils comme ceux-là qui, eux, en fait, ne consomment pas d'énergie fossile, mais de l'énergie renouvelable sur des outils qui sont globalement amortis aujourd'hui et qui n'ont qu'un coût de fonctionnement à supporter. On se retrouve à faire des écarts gigantesques en termes de coût de production parce qu'on sait que globalement, pour faire simple, par rapport au prix de l'achat actuellement d'une tonne vapeur qui serait faite au gaz, on va se retrouver à un prix du gaz et une évolution de la tonne vapeur qui va doubler en 2022. Ça veut dire qu'on va doubler l'économie de notre système puisque on ne consomme pas d'énergie. Donc, c'est aussi économiquement pour nos éleveurs une vraie piste pas de progrès, mais au moins une piste de valorisation qui va leur garantir aussi un coût de production intéressant parce que les outils industriels, on a bien vu que ce n'est pas le plus important du modèle, mais les outils industriels, eux, permettent à nos éleveurs d'obtenir quelques centimes qui vont permettre aussi d'être compétitifs parce que je vous rappelle, on n'a qu'une obsession, c'est que nos éleveurs bretons puissent vivre pleinement et dignement de leur travail, voilà, grâce à tout le dynamisme de l'entreprise qu'on met depuis une trentaine d'années. Voilà. Donc, pour finir, quelle est la suite? Donc là, on vous a présenté, on va dire, la stratégie globale du groupe. Alors, on ne vous a pas dit tous les détails parce qu'on n'aurait pas le temps de tout présenter, mais on vous a présenté le gros de la stratégie au niveau du groupe. Maintenant, la suite, c'est quoi? Ça va être vraiment de rentrer dans l'opérationnel. Alors, pour le coup, on est déjà rentré dans l'opérationnel sur certains sujets, comme vous avez vu, avec des projets qui sont déjà mis à l'épreuve depuis plusieurs années. Mais le but, ça va être vraiment de partir de la SNBC, comme vous l'avez vu là, de descendre à la stratégie Coperle bas carbone, c'est-à-dire la stratégie globale pour le groupe, qu'est-ce que doit faire l'industrie, etc. Et maintenant, c'est de descendre encore plus ferme en disant, voilà, spécifiquement sur le transport, comment on met en place nos solutions de décarbonation sur chacun de nos sites industriels, quelle stratégie on met en place, parce qu'il y a une variabilité de problématiques différentes selon nos sites industriels. Donc, comment on adapte cette stratégie globale groupe à ces problématiques sites. Et derrière, sur le champ et l'élevage, c'est la même chose, c'est-à-dire que nos agriculteurs ont des problématiques différentes. Chaque élevage peut être très différent
les uns des autres avec des caractéristiques spécifiques. Donc, c'est comment on va vraiment personnaliser la stratégie Cooperl bas carbone à tous nos sites et tous nos éleveurs. Donc là, c'est la prochaine étape de cette stratégie qu'on est déjà en train de travailler avec nos équipes. Oui, c'est un petit peu le message qu'on passe à nos équipes et aux gens qu'on voit, parce que nous, on dit dans le développement, 20 ans, ça paraît très loin. Mais pour nos éleveurs, 20 ans, c'est déjà demain. Et puis, il ne faut pas oublier que on doit aussi marquer l'histoire et faire en sorte que les générations les enfants, nos enfants, enfin les générations qui arrivent devront aussi récupérer autre chose que de la pollution, et que 20 ans, c'est aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous concernés, c'est maintenant que ça doit démarrer, parce qu'on doit laisser montrer et tous faire à notre niveau quelque chose. On ne fera pas tout, comme a dit tout à l'heure Michael, on ne va pas tout changer. Mais si chacun, l'idée c'est ça, hein, c'est que si chacun met un petit peu de mouvement dans l'écologie, le moindre geste va faire avancer la machine. On ne fera pas tout, effectivement, mais on doit, de toute façon, dès maintenant, montrer au monde et aux gens qui vont récupérer tout ça demain que voilà, on essaie de travailler correctement. Voilà. Alors, on en est arrivé à la fin de notre présentation. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient arrivées. On va pouvoir y répondre. Il nous reste du temps, c'est bon. C'est à ton tour. Dis-nous tout, Jennifer. Alors. D'accord. Alors, nous, on répond aux questions qu'on a notées. Ok, d'accord, super. C'est ça. La première question. Pourquoi ne vendez-vous pas plutôt le reste de votre eau chaude sur le réseau public? Parce qu'on utilise tout. Voilà, c'est ça. En fait, la question était un petit peu anticipée, effectivement, mais oui, aujourd'hui, on a des projets qui sont adossés effectivement aux énergies dont on dispose. Donc, en fait, l'identification, enfin, on a bien orienté ces 100 000 tonnes sur l'ensemble des nouveaux projets qui sortent aujourd'hui. Ça a été envisagé de partager effectivement la chaleur fatale à d'autres industries, mais à l'heure actuelle, on commence déjà par verdir notre entreprise, et puis peut-être que demain, pourquoi pas, on n'est pas fermé. C'est une bonne question, c'est quelque chose qu'on a pensé, effectivement. Les deux prochaines sont pour toi, je pense. Oui. Alors. Avez-vous été accompagné ou avez-vous fait tout cela en vous appuyant sur vos compétences et ressources propres? Je pense que tu as un peu répondu. Alors, il y a deux niveaux, je pense. Ouais. Pour le carbone, tu peux répondre. Après, je vais commencer par l'industrie. Sachez que pour l'industrie, c'est un développement 100% interne. C'est-à-dire qu'on a été aidé beaucoup, je pense à l'ADEME, l'Agence de l'eau, des entreprises de l'énergie qui ont été derrière nous pour nous aider. Mais le modèle qu'on a développé a été développé en interne par nos équipes depuis 30 ans, en fait. Voilà, on n'a pas beaucoup de cabinets extérieurs, en fait, qui sont venus parce que c'est un modèle assez particulier et qu'on ne trouvait pas toujours la réponse à nos questions. En tout cas, pour ce qui concerne l'industrie, mais pour le carbone. Ensuite, donc, sur le carbone, on a fait un bilan carbone en interne avec l'accompagnement d'un cabinet. Donc, c'est moi qui ai fait le bilan carbone du groupe, après une formation, bien sûr, bilan carbone de l'association Bilan Carbone et de l'ADEME. Et on a été accompagné justement pour avoir un œil extérieur et quand on avait des questions très spécifiques, pouvoir y répondre. Donc, c'est un cabinet breton, d'ailleurs, on a fait dans le local. C'est au deuxième conseil, on n'a pas tout le cacher, je pense, particulièrement, au deuxième conseil qui est à Rennes. Et on en est assez satisfait, d'ailleurs. Et la deuxième, pour moi, c'était… Les objectifs SNBC sont quantifiés sur quel les scope? objectifs SNBC, c'est que sur le territoire français. C'est-à-dire, c'est le scope 1 et 2, même 1, le scope 1 de la France. Alors, nous, on l'adapte à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est assez compliqué d'arriver à faire une stratégie de réduction des gaz à effet de serre en accord avec toutes les feuilles de route françaises, européennes, etc. Donc, nous, on a choisi de faire ça parce qu'on pensait que c'était le plus cohérent et qui allait justement, comme on vous l'a dit tout au début, anticiper les réglementations. Après, il y a toujours sujet à discussion sur ce choix-là, mais c'est sur le scope 1 du territoire français. Après, nous, on l'applique à tous nos scopes. C'est-à-dire, bon, la majorité de nos activités sont en France, mais on l'applique vraiment à l'ensemble du groupe Cooperl. Scope 1, 2, 3. Et la question d'après aussi est pour toi, sur quelle méthode basez-vous pour calculer les moins 46%, car dans l'élevage bovin laitier, les potentiels sont beaucoup plus faibles? Alors, déjà, je vais répondre à la fin de la question.
Pourquoi l'élevage bovin laitier a de plus faibles potentiels de réduction? C'est parce qu'en fait, les deux physiologies des animaux ne sont pas du tout les mêmes. Le bovin, c'est un ruminant, c'est-à-dire que dans sa physiologie même, dans sa digestion, il va produire énormément de méthane qu'il va rôter pour la majorité. Et donc, on a à peu près 50% des émissions, voire un peu plus, qui est dû à ces émissions de méthane dites entériques lors de la digestion, alors donc qui est difficilement récupérable, c'est ça que je voulais dire. On a bien sûr des méthodes d'alimentation, le lait, etc., d'autres qui sont en recherche, des additifs, tout ça, mais ce n'est pas encore au point. Par contre, sur le porc, c'est totalement différent, c'est un monogastrique comme nous. Et donc, du coup, les émissions de méthane sont dues à la digestion anaérobie du lisier, des fécès. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'on peut les récupérer, les fécès. Et donc, on peut récupérer le méthane produit. C'est ça qui nous permet d'avoir ces abattements de méthane. Alors, du coup, c'est sur la méthanisation, donc raclage, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on racle rapidement les déjections hors du bâtiment et ensuite, en gros, on l'envoie en méthanisation pour récupérer le méthane. Cette technologie-là, cette association de technologies a été quantifiée par l'IFIP, qui est l'Institut de recherche de la profession porcine, et donc, il a comparé différents systèmes de méthanisation et qui montrait que celui-là était le plus efficace avec un abattement d'environ 50% du méthane à l'élevage. J'espère que j'ai répondu à ta question, Mathieu. Alors, la prochaine, je vais l'apprendre. Quelles sont les émissions atmosphériques, impact qualité de l'air du biocarburant dont on a parlé comparé au diesel? Alors, ça fonctionne de la même façon. On utilise le même moteur. Donc, les émissions au pot sont peu ou prou identiques. Vraiment, on raisonne sur la globalité, la globalité du fonctionnement et de l'installation pour raisonner carbone. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment reparlé, c'est qu'on est en train de faire des essais avec la DGEC pour valider le bon fonctionnement. Et donc, on fait des mesures au pot de notre camion. Mais là, on parle d'un camion pour l'instant. Donc, on n'a pas vraiment une répétabilité suffisante pour pouvoir aller plus loin dans nos commentaires. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les émissions, on est un peu en dessous au niveau, par rapport au gasoil, mais là encore, on parle d'un seul camion, donc ce n'est pas suffisamment répétable pour aller plus loin dans le… Mais il ne faut pas confondre au pot et… Attention, parce que c'est quand la méthanisation, le CO2, on rejette du CO2 à un moment donné dans l'atmosphère, mais il est neutre parce qu'il est issu de la photosynthèse. Et là également, nos biocarburants, ils sont globalement au pot quand même. On peut mesurer du CO2 à la sortie du pot, mais il faut comprendre que l'objectif, ce n'est pas le pot, c'est la réduction d'impact sur l'atmosphère. Et la réduction sur un baissant, comme nous, on pourrait le faire demain, comme on fait aujourd'hui, dans les pilotes, on réduit, ce qu'on disait au tout début, de 85% nos émissions par rapport à un diesel. Alors, je ne sais pas si on répond correctement à la question. Alors, je ne pense pas, parce que je pense que ce qu'elle demandait, c'était sur les particules fines, etc. Oui, c'est ça. Donc là, c'est la partie où c'est le même fonctionnement sur un moteur, c'est dans la même fourchette. On est sur la combustion, donc des particules, il y en aura toujours un petit peu, il ne faut pas rêver. Là, l'objectif, c'est vraiment la réduction d'impact carbone et du CO2. De toute façon, les particules fines, etc., c'est réglementé. On n'a pas le droit ça, de voilà, dépasser, ça respecte les normes, NR6 ou je ne sais pas mais quoi. Ce qu'on constate quand même, on ne peut pas, comme a dit justement Julie, on ne peut pas tout avancer tout de suite, mais on est plutôt globalement sur des schémas qui sont plus avantageux que ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Après, on a quoi? Et la dernière, il me semble que vous avez évoqué l'hygiénisation au début de votre présentation sur la méthanisation. Comment l'effectuez-vous? C'est simple. En fait, nous, on travaille, il y a deux méthodes. La méthode qui est actuellement mise en avant, c'est qu'il faut hygiéniser les produits qui rentrent dans la méthane. Sauf que notre modèle est complètement différent et on a 100% des digestats qui sortent qui sont hygiénisés à la sortie. C'est-à-dire que toute la partie solide rentre après production du gaz, elle rentre dans une machine, donc un sécheur thermique à haute température qui sèche les matières organiques à 100 degrés pendant 2 heures environ, entre 1h30 et 2 heures. Et surtout, tous les liquides sont passés par un évapoconcentrateur à 140 degrés basse pression. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir 100% des flux sortant de la méta avant mise en marché qui sont hygiénisés. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais on hygiénise à tous les niveaux. Mais en sortie, à l'inverse de beaucoup de gens qui sont obligés il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'hygiéniser à l'entrée de la méthanisation parce qu'ils épandent directement les digestats derrière. Alors que nous, le digestat, ce n'est pas un épandage. On ne veut pas l'épandre parce que c'est
difficile de gérer les volumes. Par contre, on fait des fertilisants avec, on fait des produits élaborés qui, eux, sont de toute façon hygiénisés à partir de nos technologies. Je crois qu'on a fait le tour Je des ne sais pas si on a fait le tour des questions. Il y a des gens qui veulent être embauchés. Alors, vous allez avoir mon mail à la fin, il suffira d'envoyer les candidatures. Écoutez, on cherche du monde. S'il y a du monde, il n'y a pas de problème. On est toujours preneur de CV, ça peut toujours servir. Je regarde, merci. Mathieu. Je vois une 6e question qui arrive. Non. One question. Là, tu vois la dernière question. C'est Jérôme. C'est un peu frustrant de pas entendre les gens. Je revienne dans l'Hérault et que je parte de Bretagne pour retrouver le soleil du sud. Oui, mais non, Jérôme. Il fait beau. Non, mais heureusement qu'il n'y a pas trop de soleil parce que Mickaël, on a besoin de sa concentration. Donc, s'il y a du soleil, il plane. Alors, je me permets juste, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Que représente Cooperl dans l'agroalimentaire bretonne ou nationale? Sur quelle part de celle-ci pourrait-on facilement étendre ce modèle? Oh, alors, on essaie de la revoir là. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux cliquer là, s'il te plaît? Ici, comme ça on va la voir en direct. Là, jusqu'en bas. Hop, voilà, la dernière question. Non, c'est pas celle-là. Tu t'es pas au bout. C'est la dernière. Ah, donc, Cooperl dans l'alimentaire. Alors, Cooperl en agroalimentaire en France, on est leader national. On est la première coopérative française en porc, avec 6 millions de porcs produits. Donc, on est numéro 1. Et quelque part, sur quelle part? Je suis pas sûre de comprendre la question. C'est difficile à comprendre. Pour moi, est-ce que ce système peut être étendu à d'autres entreprises agroalimentaires en France? Complètement. Je veux dire que les problématiques qu'on rencontre, nous, dans notre industrie ou dans nos élevages, globalement, sont des problèmes communs à tout le monde. Enfin, j'ai juste envie de dire une chose, c'est que pour mettre un modèle comme ça en place en agroalimentaire en France, il va falloir accélérer et mettre quelques billets sur la table pour y arriver, parce que comprenez bien que aujourd'hui, on est en train de présenter un modèle que je considère assez génial, dont on est très très fier, parce qu'on est une économie circulaire, on est des éleveurs de porc, on répond à des missions qui ne sont pas forcément les nôtres à la base, c'est-à-dire que l'énergie, tout ça, ce n'est pas notre métier, mais on y a beaucoup travaillé. Mais on a aussi mis beaucoup, nos éleveurs, je le dis parce que j'ai envie de leur rendre hommage en permanence et tous les jours à des gens qui nous laissent, comme je dis souvent, carte blanche, mais surtout la carte bleue, parce que quand même, c'est 330 millions d'euros d'investis. Ils nous ont fait totalement confiance pour aujourd'hui récupérer les fruits de leur travail. Donc, ça veut dire que oui, c'est un modèle qui est transposable, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour arriver à faire une économie circulaire autour de tout ça, il va falloir mettre beaucoup d'argent pour déjà gérer la base. C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut rattraper les 30 ans qu'on a mis en avant aujourd'hui. Mais c'est du temps, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'investissement aussi dans un schéma économique agroalimentaire qui est difficile aujourd'hui, de plus en plus compliqué. Bon, vous savez, même si Cooperl est le leader français du porc, aujourd'hui à 6 millions de porcs, on est juste une épingle dans l'océan de la production mondiale, hein, puisque pour faire une image, en comparaison de la Cooperl qui est numéro 1 français, la Chine consomme 700 millions de porcs et en produit 700 millions quand nous on en fait 6. Donc vous voyez qu'un cochon sur 2 dans le monde, c'est la Chine qui le consomme, et qu'à l'échelle de notre groupe, nous, on est des tout petits acteurs, et que par contre, cette stratégie mise en place depuis 30 ans, c'est la survie de notre groupe, parce qu'on se diversifie par un modèle unique, on se diversifie par une segmentation de marché. Cooperl ne s'en sortira pas par les volumes, on s'en sortira par des secteurs d'activité particuliers. Je pense le sang antibiotique, l'énergie renouvelable, le bien-être animal, la non-castration des animaux, les nourritures sans OGM et ainsi de suite. Voilà, donc je suis parti dans plein de sens, mais c'est pas grave. Voilà, ce qu'on peut rajouter à ça, c'est que finalement, les innovations prises les unes isolées des autres, finalement, c'est des choses qui sont duplicables ailleurs. La station de traitement d'eau, c'est quelque chose qui peut être mis ailleurs. L'osmose inverse, c'est de la potabilisation, ça existe. Les graisses de flottation, le modèle de production de biocarburants, en soi, il est duplicable. Nous, l'avantage, c'est qu'on a la chaleur, on a l'énergie, mais en soi, la techno, elle est duplicable. Et c'est ce pourquoi aussi on voulait parler de ce modèle-là aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que c'est transposable ailleurs. Sinon, même sur le bovin, d'ailleurs, il y avait des questions sur le bovin, c'est transposable sur le bovin, même s'il va y avoir des petites adaptations, notamment à la production de viande. Il y a quand même la méthanisation qui est une grosse action sur le bovin.
C'est juste qu'on va travailler un peu plus sur l'aliment pour diminuer les fameuses émissions entériques. Mais On a un d'ailleurs système global comme ça peut être appliqué à du bovin. On a d'ailleurs des discussions communes hein, sur l'eau, notamment avec les industries laitières. Un complément d'Antonin, effectivement, ratio Coppel représente dans la filière porcine environ 35% de l'activité. En France. En France nationale. Voilà. Mais dans les autres viandes, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas les chiffres du bovin, par exemple. Même si on a maintenant une filière, on a moins les chiffres. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? C'est frustrant de parler des gens qui parlent, en fait. Est-ce que vous avez votre expertise en dehors de Coppel? En fait, oui. De plus en plus. Là, je rentre d'ailleurs moi, je rentre personnellement de mission la semaine dernière sur une belle île française qui est confrontée à toutes ces problématiques-là. Et effectivement, on n'est pas un cabinet d'audit, on n'est pas un cabinet spécialisé, on est des producteurs de porc avant tout. Par contre, on a une expérience et une technologie tellement développée que, sincèrement, c'est pas vraiment pas de se taper sur le ventre, mais on maîtrise à peu près toutes les technologies qui répondent à l'environnement dans le monde agroalimentaire. Donc là, moi, j'étais en mission sur c'est l'île de la Réunion, pour ne pas la citer, où là, ils ont des vrais problèmes environnementaux. Et là, j'aurais globalement écrit une feuille de route à 10 ans sur ce qu'ils pourront faire demain pour régler leurs problèmes d'environnement aussi. Et on a la même problématique aux Pays-Bas aussi, où on nous demande d'intervenir pour des problématiques nitrates. Complètement. On est beaucoup sollicité parce qu'on a une technologie, je le répète, qui a été développée, qui est unique au monde. Alors, on n'aime pas trop dire comme ça, à part Anne-Julie, elle aime bien. Voilà, mais c'est vraiment une méthode qui est unique, et une techno unique, et on est visité, sincèrement, par beaucoup de pays dans le monde. Et voilà, donc oui, on partage notre expérience avec les gens qui en ont besoin. Moyennant, peut-être quelques finances. Mais voilà, globalement, c'est pour répondre sérieusement, oui. Voilà. Mais comme disait Anne-Julie, il y a des visites qui sont possibles. Alors en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais il y a des visites industrielles qui se font justement pour visiter les technos, notamment la méta de Lamballe, etc. Voilà, aujourd'hui, on a globalement quasiment une demande de visite par jour. On a une demande de visite par jour, oui, en ce moment. Voilà. Donc, on travaille sur une nouvelle présentation de notre showroom qui sera virtuelle dans très peu de temps, dans 4-5 mois, on espère, où là, on pourra se connecter et faire vivre l'expérience sur le web. Voilà. On attend que tout le monde dise merci. Ça va. Mais voilà. Je ne sais pas si vous reprenez la main. Oui. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour cette présentation très complète et merci aux participants aussi pour vos questions.